Elle s'appelle Aude Bolopion. Alors, je vais lui donner un petit peu qui elle est, je vais un petit peu vous la présenter. Elle a reçu un doctorat en robotique en 2010 à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Elle a ensuite rejoint le CNRS en 2011 en tant que chargée de recherche. Elle est rattachée à l'Institut Femto-ST à Besançon et mène des travaux en micro-robotique. Donc, vous voyez, on va commencer à s'intéresser à l'infiniment petit. Elle a reçu en 2019 la médaille de bronze du CNRS qui récompense des premiers travaux particulièrement prometteurs sur un nouveau type de micro-robot par actionnement sans contact. Donc, Aude, à toi la parole. Donc, le titre de son exposé, c'est « Bienvenue au pays des micro-robots ». Ah. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce soir. Donc, je tiens évidemment à remercier les organisateurs de m'avoir proposé de participer à cette soirée. Et comme vous pouvez le voir, donc, moi, je vais vous parler de micro-robots. Et en particulier, on va discuter du fait que ces robots soient ou non des robots conventionnels, comme l'a expliqué Samuel. Puisque je vous ai mis une photo de micro-robots derrière moi. Et donc, je pense qu'en venant ici, à cette soirée, vous aviez tous une image d'un robot, et probablement qu'elle ne correspondait pas à ce qui est affiché à l'écran. Voilà, donc on va discuter un petit peu de ces robots très particuliers du micro-monde. Alors, ces robots sont amenés à interagir avec le micro-monde. Avant de pouvoir parler effectivement de micro-robotique, il va falloir que je vous explique un petit peu ce monde très particulier dans lequel ils sont amenés à évoluer. Et vous allez le voir au cours de cette présentation, la notion d'échelle est particulièrement importante. Donc, je propose de commencer par un petit rappel sur les échelles. Donc, j'ai amené ici quelque chose que vous connaissez tous, qui est un instrument qui permet de mesurer des longueurs. Et donc, si je le déroule, je peux mesurer des longueurs assez typiques, puisque voici 1 mètre, qui est donc l'unité de référence que nous connaissons tous dans le monde macroscopique. Donc maintenant, si je descends un petit peu en échelle, je peux arriver à des objets qui font 30 cm. 30 cm, la hauteur d'une feuille de papier. Je peux encore diminuer en taille pour arriver à 10 cm, qui est à peu près la taille de votre portefeuille. 1 cm, la taille d'une framboise que vous avez peut-être mangée cet été. Et si je diminue encore, j'arrive à la plus petite graduation de cet instrument de mesure, qui est le millimètre. D'accord ? Donc vous avez tous eu un jour une règle, notamment les écoliers, qui s'amusent à tracer un petit millimètre en trouvant cette distance vraiment petite. Eh bien, pour moi, ce soir, ce tout petit millimètre est en fait une échelle de grandeur, de taille très importante, puisque je définirai le micro-monde comme l'ensemble des objets dont la taille caractéristique est inférieure à ce tout petit millimètre, donc la plus petite graduation qui est ici. Alors, j'irai même encore plus loin. L'unité de base que je vais utiliser ce soir, c'est le micromètre. Alors, pour avoir un micromètre, il faut prendre ce petit millimètre, le découper en 1000, et vous prenez 1 millième de millimètre pour avoir un micromètre. C'est vous dire à quel point ce dont je vais vous parler est vraiment tout petit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le micro-monde ? Il y a différents types d'objets petits. Je vous présente donc ici une maison qui a été fabriquée à l'Institut Femto-ST dans un équipement un petit peu particulier et qui fait une vingtaine de micromètres en dimension. Et il y a également des objets biologiques. Alors, un exemple, les cellules sanguines, avec ici des globules rouges, une plaquette et un globule blanc, donc les globules responsables de la réponse immunitaire en cas de maladie, qui ont des tailles typiques de 10-15 micromètres. Alors, en plus d'être petits, ces objets ont des comportements très particuliers. Vous avez tous pu observer des fourmis et être assez impressionnés par leur capacité à porter des charges particulièrement importantes par rapport à leur propre poids. Des choses que nous ne savons pas faire. Soulever 50 fois mon poids, c'est un défi auquel je ne me risquerais pas du tout. Par contre, à l'inverse, on a tous un jour sauté dans une piscine et on a terminé mouillé. Mouillé parce qu'on a atterri dans l'eau, parce qu'on a été capable de traverser l'interface entre l'air et le liquide. C'est quelque chose que nous faisons tous les jours, qui nous paraît évident, mais pour une fourmi, pénétrer dans une goutte d'eau, c'est quasiment mission impossible. Elle n'arrivera pas à casser cette interface entre l'air et le liquide. Alors pourquoi ça ? C'est dû aux effets d'échelle. C'est-à-dire que si on prend un objet d'une dimension caractéristique et qu'on diminue sa taille d'un facteur 10,
alors sa surface va diminuer d'un facteur 100, puisque la surface va être proportionnelle au produit de deux longueurs. Et son volume va diminuer d'un facteur 1000, puisque le volume va être proportionnel au cube d'une longueur. Donc plus on va diminuer en échelle, plus on va diminuer en taille, évidemment, mais on va surtout diminuer en surface et encore plus en volume. Alors ça a des répercussions assez rigolotes, on va dire, et assez déroutantes. Vous avez ici une pince qui a été développée à l'Institut Femto-ST qui a pris une microbille. Donc jusqu'ici tout va bien, sauf que vous voyez que quand la pince s'ouvre, la microbille, au lieu de tomber, ce qu'elle ferait dans le monde classique, elle reste collée à la pince. Parce que la force qui normalement devrait faire que la bille tombe, c'est la gravité, qu'on connaît très bien puisque c'est à cause de ça qu'on tombe dans un escalier quand on trébuche. Mais à cette échelle, la gravité, qui est un effort volumique, va être négligeable devant les forces d'adhésion qu'il y a entre cette bille et cette pince. Alors l'autre particularité du micromonde, c'est ce qu'il y a donc ici. Ici, ce sont des objets qui sont posés à l'interface entre l'air et le liquide. C'est-à-dire qu'on prend un récipient, on le remplit d'eau, et on pose les objets, un peu comme des insectes qui sont posés à la surface de l'eau sur un lac. Donc les objets ne pénètrent pas dans le liquide, et on peut les déplacer dans cet environnement assez particulier, qui est parfaitement intéressant à cette échelle, parce qu'il permet de se déplacer très vite, car sans frottement, puisque l'objet est dans l'air, et sans effet d'adhésion, puisque par contre, à cette échelle, les effets d'adhésion entre, par exemple, une table et un objet sont vraiment très complexes à modéliser, très complexes à vaincre. Et ils n'existent pas dans le cadre de robots se déplaçant à l'interface air-liquide. Donc voilà un petit peu pour un aperçu assez bref du micromonde. Et je vais maintenant pouvoir vous parler de micro-robots et de leurs applications. Alors avant de vous parler de micro-robots, je vous parle de robots en général. Donc un robot, c'est des capteurs, des actionneurs et une unité de commande. C'est ce que vous verrez toute la soirée. Ça, c'est probablement une image un peu plus conforme à ce que vous imaginiez sur des robots. Maintenant, la question ce soir, c'est de savoir ce qu'est un micro-robot, donc un robot tout petit. Alors pour vous donner une petite idée de ça, je vous ai apporté différents objets. Alors, je vous ai amené ceci. Ceci, vous le reconnaîtrez, c'est une allumette. Donc, je voudrais savoir qui, parmi vous, trouve que cette allumette est d'une taille démesurée. Donc, levez la main si vous trouvez cette allumette de taille démesurée. Et maintenant, qui pense qu'elle est plutôt d'une taille raisonnable? Il n'y a pas beaucoup de monde qui trouve cette allumette de taille raisonnable. Effectivement, elle est plutôt grande. Donc, je vais la déposer ici. Et je vais aller chercher la suite. Alors maintenant, j'ai dans ma main un robot. Alors je ne sais pas ce que vous pouvez voir. Et donc je vais vous reposer la même question. Qui pense que ce robot est d'une taille démesurément grande? Levez la main. Et qui pense qu'il est relativement petit? Donc une majorité de personnes pensent que ce robot est petit. Bon. Je le pose sur cette grande allumette. Alors maintenant, j'ai ici une allumette d'une taille que vous conviendrez, j'imagine, plutôt conventionnelle. Et j'ai également une petite boîte dans laquelle, il va falloir me croire sur parole, il y a un micro-robot. Alors, vous ne pouvez pas le voir. Moi, tout ce que je peux voir en étant à côté, c'est un point bruyant dans une boîte vide. Donc un point qui est à peu près la taille caractéristique d'une poussière. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le rapport de taille entre cette allumette démesurément grande et cette allumette de taille conventionnelle, c'est le même qu'entre ce robot que moi je qualifierais de démesurément grand et ce micro-robot. D'accord ? Cette allumette est 30 fois trop grande, mais ce robot est également 30 fois trop grand, puisque moi, je travaille sur des choses qui ont cette taille-là. Du coup, j'imagine que vous admettrez qu'il est assez compliqué d'intégrer les actionneurs, les capteurs et l'unité de commande dont je vous ai parlé dans quelque chose de cette taille-là, qui est 30 fois plus petit que ceci.
Alors pire encore, c'est l'énergie, puisque embarquer de l'énergie, ça veut dire par exemple embarquer une pile, sauf que dans ce cas, l'énergie que vous embarquez est proportionnelle au volume de la pile, ou alors vous embarquez quelque chose qui ressemble à des panneaux solaires, auquel cas l'énergie que vous récupérez est proportionnelle à la surface des panneaux solaires. Mais on a vu tout à l'heure que les effets d'échelle faisaient que ces effets volumiques ou surfaciques devenaient négligeables quand on diminue en échelle. Donc du coup, c'est complètement illusoire de vouloir embarquer de l'énergie. Donc les micro-robots doivent se réinventer. La micro-robotique, ça ne peut pas être une simple miniaturisation des robots conventionnels. Alors voilà sur quoi je travaille. Je travaille sur des micro-robots qui sont actionnés sans contact, c'est-à-dire qu'on va utiliser des capteurs, des actionneurs et une unité de commande et une source d'énergie qui sont déportés. Donc vous avez ici un robot qui est actionné par un laser, qui jouera donc le rôle d'actionneur, qui est capable de chauffer le liquide et en chauffant le liquide de générer des flux de convection qui vont entraîner le robot. Et on contrôle la position de ce laser par un miroir, donc on peut contrôler cet actionneur. Et on le contrôle en fonction du retour d'une caméra qui est ici, généralement montée sur un objectif de microscope, qui permet d'avoir le retour de la position. Donc c'est notre capteur de position. Et l'unité de commande, c'est un ordinateur de taille conventionnelle qui est posé sur une table à côté et auquel le miroir et la caméra sont branchés. Et du coup, avec ce capteur, ces actionneurs et cette unité de commande, on peut contrôler la position de l'objet, qui lui peut être microscopique, avec des lois de commande issues de la robotique conventionnelle. Donc, les micro-robots, micro parce que cette particule-là est effectivement microscopique, mais le robot en lui-même, effectivement, si on considère qu'il y a un actionneur de type, par exemple, laser, un capteur de type caméra, une unité de commande de type gros PC, c'est quelque chose d'en fait assez gros. Alors, donc, mes travaux de recherche, moi, consistent à modéliser, concevoir et contrôler ces micro-robots par actionnement sans contact. Donc pour ceci, je m'intéresse à plusieurs principes physiques de manière à pouvoir contrôler ces robots. Vous avez ici un exemple d'actionnement magnétique. Donc le principe est assez simple, hein. Si vous avez deux aimants, ils vont s'attirer. Ici, ce n'est pas deux aimants, ce sont des bobines qui permettent de créer un champ magnétique. Et en contrôlant le courant dans ces bobines, je peux contrôler le champ magnétique et donc la position de la particule microscopique qui se trouve ici, en fonction du retour de la caméra. La particule que vous voyez tourner à l'écran, elle fait 60 micromètres de diamètre, enfin de longueur, c'est-à-dire qu'elle fait la moitié du diamètre de votre cheveu. Alors à l'écran, on la voit bouger, effectivement. Maintenant, ce n'est pas très spectaculaire. Si on analyse les images obtenues par la caméra, voici ce qu'on obtient. Donc, avec une vitesse de 24 BL par seconde, qui ne veut pas dire grand-chose pour le moment, on voit qu'effectivement, elle a l'air de plutôt bien suivre la trajectoire de référence. Alors 24 BL par seconde, c'est que la particule est capable de parcourir 24 fois sa propre taille en une seconde. Parce que parler de vitesse absolue n'a pas beaucoup de sens. Une vitesse absolue, elle sera de quelques micromètres par seconde. Par contre, ramener à la taille, ça veut dire que si votre voiture faisait du 24 fois sa taille par seconde, elle ferait à peu près du 380 km/h. Et à 380 km/h, l'erreur de position obtenue sur cette courbe, à nouveau ramenée par rapport à la taille de votre voiture, serait de 70 cm. Donc à 380 km/h, on est capable de suivre une trajectoire avec une précision de 70 cm. Alors ici, effectivement, c'est un petit peu moins précis. Par contre, là, votre voiture roulerait à plus de 2200 km/h. Alors, au-delà de ces robots par actionnement magnétique, ça c'est un autre exemple, un autre phénomène physique, c'est par actionnement électrique. Donc, à nouveau sans contact, vous avez ici des électrodes en noir sur les bords. Donc, ce sont des pistes en or déposées sur un substrat en verre, et la particule est posée dans un liquide. Et en venant commander la tension aux bornes de ces électrodes, on peut appliquer des champs électriques, donc à nouveau à distance, qui permettent de contrôler la position et l'orientation de l'objet. Donc en rouge, vous avez la position et l'orientation désirée, et puis sinon, par transparence, vous voyez l'objet qui se déplace en utilisant des lois de commande qui sont tout à fait classiques en robotique. Et enfin, on peut également embarquer des outils sur ces micro-robots. Donc vous avez ici une micro-pince
qui prend une bille qui fait 120 micromètres de diamètre, donc qui prend le diamètre de votre cheveu. Et elle fonctionne à nouveau sans contact, c'est-à-dire que l'ouverture et la fermeture sont commandées par un laser qui vient chauffer les doigts de la pince, et en chauffant les doigts de la pince, par dilatation thermique, la pince va s'ouvrir. Quand on arrête de chauffer, elle va se refermer. Alors là encore, on va tirer parti des effets d'échelle, c'est-à-dire qu'à cette échelle, les phénomènes d'inertie thermique qu'on connaît bien, un radiateur va mettre longtemps à chauffer dans la pièce, à cette échelle, les phénomènes d'inertie thermique sont négligeables et on peut ouvrir et fermer la pince en moins de 60 millisecondes. Donc voilà un petit peu pour les différents robots que je voulais vous présenter ce soir. Et maintenant, pour finir, quelques mots sur les enjeux de la micro-robotique. Alors, ils sont multiples, notamment le fait d'explorer la matière, donc de mieux comprendre les phénomènes qui se déroulent à cette échelle microscopique, qui en fait ont une importance assez grande dans notre monde, à nous, dans le monde macroscopique. De construire des micro-machines, donc des objets artificiels toujours plus complexes, notamment pour faire des capteurs ou des actionneurs toujours plus miniaturisés. D'intervenir dans le corps humain en proposant des outils toujours plus précis, toujours plus petits, de manière à limiter les effets indésirables sur les patients. Donc, l'orateur suivant vous présentera plus en détail cette thématique. Et de développer la thérapie cellulaire, donc de proposer ces outils micro-robotiques, cette capacité à contrôler la position d'objets microscopiques pour faire du tri de cellules. Donc, personnellement, c'est ce domaine applicatif qui m'intéresse plus particulièrement et que je vais vous présenter un tout petit peu plus en détail, puisque je travaille en étroite collaboration avec l'Établissement français du sang pour proposer des puces fluidiques capables de contrôler la position de cellules sanguines, avec ces champs électriques que je vous ai présentés précédemment. Donc le but, c'est de venir isoler des lymphocytes, donc des cellules du système immunitaire, qui ont des propriétés particulières et qui pourront être utilisées ensuite comme médicaments dans le cadre d'approches d'immunothérapie. Donc en utilisant les cellules du système immunitaire comme médicaments à la place des molécules chimiques qu'on utilise actuellement. Donc comme vous le pouvez voir, cela requiert de travailler dans une salle d'une grande propreté, puisque ce qu'on contrôle est de la taille d'une poussière, donc il faut éviter toutes les poussières dans la salle, d'où la blouse, les surchausses, les gants, les lunettes. Et pour pouvoir développer ces plateformes, donc à nouveau, vous retrouvez tous les actionneurs et les capteurs qui sont macroscopiques, pour pouvoir venir dans cette petite puce faire du tri de cellules. Voilà, et la dernière chose que je voulais préciser, c'est que les robots sont tout petits. Par contre, il y a une grande équipe qui travaille dessus, et du coup, je tiens à tous les remercier ici, ainsi que vous pour votre attention. Merci beaucoup, Aude. Alors, il me plaît d'imaginer une prairie cybernétique dans laquelle des mammifères, ordinateurs et robots vivent ensemble en parfaite harmonie. Donc, la question maintenant, à partir de ce que vient de nous présenter Aude, est-ce que vous avez des questions, des réactions, des choses à dire? On est dans quelque chose qui est quand même inattendu. On explore un monde qui n'est pas courant. Question à gauche, de Vige. C'est pour lancer un peu les sujets, parce que vous savez que je ne suis pas du domaine. Avec Aude, on se connaît depuis sa médaille. Mais je suis étonnée qu'on appelle un robot une petite pièce sur une surface qu'on pousse avec un laser, en fait, ou pour laquelle on change l'environnement. Ça reste un robot. Alors vous l'avez dit, vous avez dit, le robot c'est l'ensemble, et c'est pas que le micro-robot, c'est l'actionneur qui est autour. Mais comment on s'est dit que ça pouvait être un robot, en fait? C'est un robot dans le sens où on peut contrôler la position, quelles que soient les propriétés de l'objet, on peut garantir la précision du contrôle de trajectoire, du contrôle de position, en faisant varier les entrées d'un système, donc en faisant varier la manière dont on va commander cette particule. Donc effectivement, c'est un abus de langage d'appeler ceci un robot. C'est vraiment l'ensemble qui est réellement le robot. Merci.
Bonjour, merci pour la présentation. J'ai juste une question. Est-ce que nous sommes arrivés maintenant à contrer tous les degrés de liberté des micro-robots ou il y a encore du travail sur Excusez-moi, tous les degrés de liberté du robot? Parce que vous avez présenté par exemple le déplacement du micro-robot sur une surface. C'est un problème 2D. Après, pour les autres problèmes. Ça dépend complètement des effets physiques qu'on va utiliser et des dispositifs. On peut contrôler tous les degrés de liberté. Donc là, je vous ai présenté par exemple de l'actionnement magnétique à l'interface entre l'air et le liquide, donc plan, auquel cas là, on contrôle la position dans le plan et l'orientation. On peut très bien, on a d'autres travaux qui contrôlent la position dans un fluide avec plus de bobines, et du coup, on peut contrôler tous les degrés de liberté. Donc ça dépend vraiment des effets physiques et de l'environnement dans lequel on se place. À vous. Merci pour ce bel exposé. Moi, j'ai une question sur l'énergie, parce que si j'ai bien compris, vous utilisez un laser, et ça marche, c'est super, mais on aimerait bien que le micro-robot ait sa propre énergie. Alors, vous avez dit que c'était difficile. D'un autre côté, dans la nature, on voit bien que nos cellules, elles ont de l'énergie, elles se débrouillent très bien. Est-ce qu'il y a des pistes pour ces micro-robots aient de l'énergie, soient donc autonomes, pour répondre à la question d'Edwige? Alors effectivement, il peut y avoir des pistes pour récupérer de l'énergie. Il n'y a pas de pistes pour embarquer l'énergie, mais il y a des pistes pour récupérer l'énergie de l'environnement. On peut récupérer de l'énergie avec des matériaux piézoélectriques en fonction de vibrations induites dans l'environnement. On peut aussi récupérer de l'énergie via des réactions chimiques. Donc, c'est plutôt vers ça qu'on s'orientera effectivement pour les rendre autonomes. Bonsoir. Donc pour moi, la question elle est assez simple, ça rejoint un peu mon collègue, c'est que pour l'autonomie, mais à ce que j'ai compris, toutes nos manipulations actuelles sont faites par un opérateur humain. Il n'y a pas pour l'instant d'autonomie au niveau décisionnel ou intelligence artificielle. Alors pour l'instant non, nous c'est des choses qui sont très basiques à l'heure actuelle, c'est du suivi de trajectoires, donc des trajectoires qui sont préprogrammées et dans des environnements bien connus pour le moment. Par contre, du point de vue applicatif, moi ça m'intéresse d'aller dans des environnements plus incertains, puisque si on met un robot pince comme celui que j'ai montré dans une poche de sang, il va être dans un environnement qui n'est pas homogène, avec des cellules variées. Mais vous allez avoir des présentations sur toute cette partie intelligence artificielle plus tard dans la soirée. C'est tout à fait des développements qui pourront être intégrés par la suite dans ce que je vous ai présenté. Plus de questions? Moi, j'ai une petite question. Puisque en fait, la robotique telle que tu la présentes, on est au niveau de la matière, de la structure de la matière. Quelles sont les études et comment on en arrive à travailler sur ce genre d'objet? Parce que finalement, robot, on imagine de la mécanique, on imagine de l'informatique, et là, rien de tout ça n'est présent, quasi. Donc, qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui t'a amené, quel est le cursus qui t'a amené à t'intéresser à ces êtres-là, ces objets-là, et leurs propriétés, les fonctionnalités? Alors, effectivement, il n'y a pas de mécanique, c'est toujours très simple. En plus, quand on les fabrique, c'est dans des salles spéciales, avec des équipements spéciaux qui marchent par dépôt de couches, puis structuration de cette couche-là, puis on remet une couche. Donc c'est vraiment des choses très particulières qui sont loin de ce qu'on peut imaginer, et en fait qui se rapprochent plus de tout ce qui est chimie. Et nos principaux collaborateurs sont des chimistes, justement, pour pouvoir mieux maîtriser les interactions et puis la fabrication de ces petits robots. D'accord. Bonsoir. Alors oui, j'aurais même deux questions. La première étant que vous avez parlé d'utilisation des robots dans le domaine de la santé, mais du coup, il n'y aurait pas des effets néfastes qui pourraient être rencontrés dans le corps après l'usage de ces robots? Alors, moi j'ai parlé de deux choses. La première, c'est la partie chirurgie. Donc, je laisserai Pierre Renaud préciser ce qu'on appelle l'utilisation de la robotique dans le domaine de la chirurgie.
Le point que j'ai le plus développé, moi, c'est le tri de cellules. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le tri de cellules dont je vous parle, c'est le fait de faire une prise de sang au patient, de sortir le sang du corps, de le mettre dans une poche stérile, et ensuite de trier les cellules. Puisque, effectivement, pour l'instant, c'est déraisonnable à l'heure actuelle d'injecter des micro-robots dans le corps humain. On est tout à fait d'accord, on ne sait pas les récupérer. Les actionner, c'est très compliqué, puisque la majorité des effets que je vous ai montrés là, on ne peut pas les mettre dans le corps humain. Je ne peux pas vous mettre un champ électrique de 200 volts dans le corps humain. Donc, tout ce que je vous présente là, c'est à destination d'applications in vitro, donc hors du corps humain. Et sinon, pour ma deuxième question, je ne sais pas si vous pouvez revenir un peu en avant dans votre diaporama. Mais sur le diaporama des applications des micro-robots, sur la diapositive. Voilà, celle juste après. Voilà. Avant. Celle encore avant. Voilà, ouais, celle-là. il y a un temps de latence. Vous parlez de construire des micro-machines, mais je n'arrive pas à bien cerner exactement ce que vous voulez dire et en quoi cela servirait en fait. Quel serait leur domaine d'application? Alors là, c'est très vaste, hein, effectivement, micro-machines. Je pense plutôt à des petits actionneurs, donc des outils miniaturisés. La micro-robotique, ça présente aussi cet intérêt. Donc pour l'instant, je vous ai expliqué que c'était l'ensemble des objets qui étaient inférieurs au millimètre. Mais on peut en avoir d'autres définitions, et notamment le fait d'être capable d'assembler avec une précision de l'ordre du micromètre différents objets. Donc du coup, on peut faire des capteurs plus précis, on peut faire des actionneurs plus précis. Donc c'est en ça que construire des objets, notamment des composants électroniques, plus miniaturisés que ce qu'on fait actuellement, ce qui peut permettre, en les faisant plus petits, de les faire moins lourds, par exemple. Et en les faisant moins lourds, on peut penser à tout ce qui est développement spatial, où le poids embarqué a une importance capitale. D'accord, merci. Ok, je crois qu'on est dans les temps. Merci beaucoup, Aude. De rien. Et puis on va continuer notre exploration dans le fabuleux monde des robots et de leurs différentes tailles. En fait, on a choisi on peut l'applaudir d'ailleurs, ouais, évidemment.